Bonjour Florence, c'est Rémi, l'école à la maison, je réponds à votre message. Alors, merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous, car malgré toutes les explications et vidéos en ligne, je ne nous retrouve pas. Il y a donc une question que je me pose avant de confirmer mon inscription. En effet, la situation de ma fille Emma est un peu différente de ce que j'ai pu lire sur votre site. Alors, tout d'abord, à ce sujet, vous ne pouvez pas avoir tout lu, et vous ne pouvez pas avoir retrouvé forcément la situation qui est celle de votre fille, parce que, évidemment, vous n'accéderez pas forcément à toutes les situations possibles et imaginables. Sur le site, ce que nous disons vaut pour tous les enfants. Et les situations, nous avons tous les cas de figure. Votre cas est un cas, j'ai lu votre message déjà, est un cas qui s'est déjà présenté. Et à chaque fois qu'un cas nouveau se présente, nous faisons un travail spécifiquement dessus. Donc d'une part, vous devez savoir que ce type de cas est connu, que de toute façon l'être humain est unique, donc vous ne trouverez jamais exactement la situation, la personnalité, etc. Mais que les parents qui vous précèdent ont réfléchi à toutes ces situations et ont trouvé des réponses qui valent pour ces types d'enfants. Elle souffre d'un trouble de la séparation depuis sa naissance, ce qui l'empêche d'avancer. Non. Non. Vous avez des tas d'enfants qui ont souffert d'une séparation depuis la naissance et qui ne sont pas empêchés d'avancer. Donc on ne peut pas dire ça. C'est l'un des facteurs que vous pensez être déterminant. Mais vous allez voir que, en réalité, toute situation de trouble, d'angoisse, de problème, de blocage, etc., c'est toujours un ensemble de facteurs qui sont pour l'essentiel extérieurs à l'enfant et qu'il faut résoudre. Vous ne pouvez pas dire ce trouble il est dans mon enfant et donc ça la bloque. Non. Parce que la nature est bien faite et la nature guérit les enfants spontanément et naturellement. Si vous vous coupez la main, ça va guérir tout seul. La plaie va se refermer tout seul, vous n'avez rien à faire. Si vous vous occupez de fouiller la plaie, ça ne va pas s'arranger. Donc si cet enfant a un problème durable qui a démarré avec un événement particulier, c'est parce qu'il y a des choses qui entretiennent ce problème. Alors que le temps fait que très naturellement les choses vont se résorber. Donc si ça ne se résorbe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui continue à perturber et peut-être ramener cet enfant sur ce qu'elle a vécu comme un traumatisme. Et pour le dire, puisque nous en parlons, il y a deux sortes de choses dans la vie d'un individu. Il y a les traumatismes et ce qui n'est pas traumatisme. Alors s'il y a des traumatismes, c'est très grave et ça peut être très durable dans la vie de l'individu jusqu'à sa mort éventuellement. Traumatisme grave. Et puis il y a ce qui n'est pas traumatisme et tout ce qui n'est pas traumatisme peut se régler et se soigner. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre. Tout ce qui n'est pas traumatisme peut se soigner, peut s'arranger. Et ça se fait même plutôt naturellement. Si on n'y touche pas, ça se fait naturellement. Mais le problème, c'est que la société y touche en permanence. Et l'esprit humain est porté à se retourner régulièrement vers des traumatismes. Ou vers des événements qui ont été douloureux. Et quand le fait-il ? Eh bien, quand il n'y a pas d'opportunités favorables dans sa vie, des opportunités heureuses, des événements heureux. Quand vous êtes très heureux, vous avez des tas de choses à faire, vous oubliez les mauvais éléments du passé. Mais quand vous n'avez rien à faire, ou quand vous vivez des choses malheureuses, vous revivez les choses du passé. Vous voyez, ça c'est très très important à comprendre. Si vous voulez qu'un enfant oublie un problème depuis sa naissance ou depuis sa petite enfance, et si vous-même vous voulez oublier des choses qui vous sont arrivées dans la vie qui ne sont pas heureuses, faites des choses qui sont très bonnes pour vous, projetez-vous vers l'avenir, ayez des projets, des plans, et alors vous verrez, vous aurez tellement de choses à faire que vous allez oublier tous ces problèmes. Ça, c'est une chose très importante qu'on a découverte essentiellement dans les 25-30 dernières années. En fait, la découverte est plus ancienne que ça, mais on l'a davantage mis en valeur ces dernières années pour répondre à la psychologie, à la psychiatrie, qui ne sont pas des réponses en soi. On a découvert ça récemment. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Nous avons cheminé tant bien que mal jusqu'à l'année dernière, où elle a quitté le lycée en janvier pour ne pas y retourner. Très bien, à la rentrée de septembre, elle était inscrite dans un autre lycée qu'elle avait choisi, et dans lequel je pensais qu'elle irait avec plaisir. Malheureusement, elle n'y a passé qu'une journée. J'ai tenté diverses manœuvres pour qu'elle retourne en cours, mais sans succès. Je l'ai donc déscolarisée il y a 2 semaines, après une réflexion de 2 mois et après avoir consulté votre site. Elle avait choisi le bac pro ARCU, je ne connais pas. D'accord ? Vous préconisez de commencer l'école à la maison au niveau réel de l'enfant, ce qui est totalement logique, mais dans le cas de ma fille, sachant qu'avec 1 an de retard, redoublement en CM1 suite à un divorce, et qu'ayant interrompu son année 2018-2019, cela fait 2 ans de retard, ben oui, c'est pas un problème. Quel est le problème ? On peut démarrer avec 20 ans de retard, vous savez, c'est ce que je dis sur le site, c'est l'une des premières vidéos que j'ai faites. Il y a des gens qui ont commencé à apprendre à écrire et à lire à 20 ans.
Et alors, c'est pas un problème. Il y a de grands écrivains, de très grands auteurs, de très grands ministres qui ont commencé à apprendre à l'âge de 20 ans. D'ailleurs, c'était très très courant dans l'Ancien Régime. Il y a des tas de grands capitaines, de grands généraux qui ont commencé à écrire quand ils ont démarré l'armée. Hein. Des tas et des tas et des tas. Vous pourrez prendre des tas d'exemples de grands capitaines, de grands maréchaux, de grands auteurs, de grands pédiatres, de grands pédagogues historiques. Des tas de gens qui ont démarré très tard, c'est pas un problème. Pourquoi pas? La question, c'est pas tellement... D'abord, 2 ans de retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à l'éducation nationale? Mais pensez-vous que l'éducation nationale ait des leçons à nous donner? Est-ce qu'elle a vraiment des gens qui sont brillants et qui ont un très bon niveau arrivé au bac? Non. Elle produit une masse de chômeurs et de gens qui n'ont ni culture, ni savoir, ni même des lettres, puisque beaucoup de gens sont illettrés même en ayant le bac. Donc on n'a pas besoin de se caler sur eux, c'est pas eux qui vont nous dire quand est-ce qu'on doit démarrer l'école, quand est-ce qu'on l'arrête et quand est-ce qu'on travaille. Ils n'ont aucune compétence, ils n'ont plus aucune compétence dans ce domaine. Donc on se fixe pas. Donc 2 ans de retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quel est le programme qu'on vous a dit? Moi je vous dirais, vous savez, il est très probable que ce n'est pas 2 ans de retard. Si vous vous fiez à un programme décent de 1850, probablement que votre fille, ce n'est pas 2 ans de retard qu'elle a, mais c'est 5 ou 10 ans. Vous savez, on connaissait parfaitement... Si vous regardez les exercices qui étaient faits par les enfants de 1850, exercices de maths, il y a, je dirais, la quasi-totalité des bacheliers aujourd'hui sont incapables de les faire. Les exercices de maths qu'on faisait en CE1 ou CE2. Je vous assure que les bacheliers aujourd'hui ne savent pas. Je peux vous dire que la majorité des profs ne sauraient pas faire des exercices de CE2 de 1850. Hein. Je vous le garantis. On peut les regarder. Hein. Vous regardez en ligne les exercices de maths de 1850, vous allez voir. Et encore en 1920, ça allait. 1930, ça allait encore. Ça commence à dégringoler à partir de 1950, 1960. Moi, personnellement, je peux vous dire qu'en maths, les exercices que je faisais en 6e, ils n'étaient pas du niveau de ce que faisaient mes grands frères 3 ans auparavant. Et oui, parce que moi, je suis l'un des tout premiers. Je suis de la génération de la réforme Haby. Donc j'étais la première année de la réforme Haby, qui a écrémé, qui a supprimé beaucoup de savoir. Donc c'est pas le problème. Vous oubliez ça, c'est pas un problème. On reprend les choses à l'endroit où l'enfant les a laissées. Et si on doit redémarrer en maternelle, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des tas de jeunes qui n'ont pas les acquis de maternelle. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, vous rigolez. Mais je vous assure qu'il y a des choses absolument, vous n'imaginez même pas. Il y en a qui confondent des lettres encore. À 17 ans, 18 ans, ils lisent une lettre, ils butent sur un mot. Il y a encore une lettre qui leur pose un problème. Une lettre de l'alphabet. Il y en a qui ne savent pas écrire les majuscules. Donc vous savez, et tout ça c'est acquis en maternelle normalement. Enfin autrefois c'était acquis en maternelle. En CE1, on arrivait en CE1, on savait lire déjà. On avait appris à lire. Bon ben on ne sait plus aujourd'hui. Aujourd'hui on commence à apprendre à lire plus ou moins en CE1. Et puis en CM2 on a encore des tas d'enfants qui ne savent pas lire correctement. Ils sont incapables de lire un texte en public. Incapables. Alors vous voyez, tout ça c'est devenu très très flou. Donc on reprend non pas ni un cycle général, ni continuer dans cette voie. Il va falloir s'arrêter et faire un bilan matière par matière concernant votre fille. On va le faire, c'est prévu dans le programme. On le fait et on prend des cours adaptés à son niveau. À 17 ans, elle n'est plus dans l'obligation de scolariser. C'est vrai, quelle direction prendre? C'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, vraiment, je vous recommande de faire en sorte qu'elle démarre dans la vie avec suffisamment de savoir, les bases fondamentales, savoir parfaitement écrire sans la moindre faute. Enfin, sans la moindre faute, bon, c'est relatif. Je veux dire, pour un enfant de 17 ans, savoir lire, écrire sans faute, c'est connaître au moins toute sa grammaire de base, tous les temps, et avoir une expression convenable. Parce que l'écrit, c'est très important, et ça restera toujours important. Compter, évidemment, suffisamment, de connaître ses tables de multiplication, de être capable de faire un certain nombre de calculs. Il faut faire du calcul mental, c'est très bon. Lire, beaucoup lire, avoir lu. Beaucoup lire, tous les jours. Faire une analyse de texte. On lui donne un texte, n'importe quoi. Une notice d'un appareil électronique, un traité, un traité international, par exemple. Un roman ou un passage d'un roman, un chapitre, qu'elle puisse vous le restituer, qu'elle vous donne l'esprit essentiel de ce qu'elle a lu, et puis peut-être ouvrir des portes vers autre chose. Vous dire, ce roman ou ce chapitre m'a inspiré ceci, cela, ou cette notice me fait penser qu'on ne fait pas assez ceci, pas assez cela.
Bon, voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est la base. Un enfant il lit, il reçoit des choses, il est capable de les analyser, de les synthétiser dans son esprit rapidement, et puis de donner peut-être une nouvelle direction par rapport à ce qu'il a lu. Quelque chose d'un peu nouveau. Voilà, ça c'est bien. C'est bien. Disons, c'est pas satisfaisant, hein, c'est normal. Voilà, c'est bien. C'est pas encore tout à fait satisfaisant. On sera satisfait quand l'enfant fera un peu plus que ça quand même. Bon. Mais en tout cas, il faut au moins que Emma soit capable de ça. Si elle est capable de ça, elle va pouvoir s'envoler, elle pourra aller vers des apprentissages beaucoup plus importants. Et puis elle pourra aborder éventuellement sa vie professionnelle, puisqu'elle doit commencer à y penser, avec de vrais bagages. Parce que si elle se lance dans une vie professionnelle sans ces choses-là, eh bien on lui confiera des mauvais boulots. Elle va plafonner et elle ne réussira pas ce qu'elle souhaite faire dans sa vie. Et ça va être très frustrant. Donc il vaut mieux aborder le métier, la carrière ou les apprentissages professionnels avec suffisamment de choses au départ. Par ailleurs, si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire si vous reprenez les choses depuis très très loin, supposons même qu'il faille repartir en CE1, bon, c'est pas grave, vous le faites, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous n'allez pas lui dire t'es nul, on va reprendre au niveau CM1, tu sais rien, CE1 ou CM1, tu ne sais pas les choses. Non, mais on va revoir par jeu, vous allez reprendre par jeu quand même, on va vérifier au fait tu en es où de ton passé simple. Allez, je te donne le verbe aller, tu me donnes le passé simple, première personne du pluriel. Et le temps qu'elle réponde, qu'elle réagisse, vous voyez, ça fait déjà un peu trahir son cerveau, bon, elle va vous répondre. Bon, elle sait, très bien, formidable. Elle sait pas, il y a un problème. Si elle sait pas, on revoit les passés simples. Vous reprenez les choses en CE1, CE2. Eh oui, bien sûr. On reprend ces choses-là. Vous prenez le temps. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez reprendre tous ces éléments de façon à ce qu'elle soit sûre d'elle, confiante et forte. Et si elle est sûre d'elle dans ces choses-là, alors elle sera libérée, elle pourra faire des belles choses et proposer, même si elle n'est pas parfaite, si elle n'a pas un niveau extraordinaire, elle aura suffisamment confiance en elle pour proposer des choses à son futur employeur. Et à ce moment-là, elle ne plafonnera plus. Elle aura une vraie perspective. On peut parfaitement donner un boulot intéressant à quelqu'un qui a des faiblesses en orthographe, mais qui se sent affranchi des lourdeurs et qui n'a pas peur et qui a envie de faire des choses. Un enfant qui a beaucoup de problèmes scolaires de base, c'est un enfant qui n'osera jamais avancer, qui n'osera jamais s'avancer, qui n'osera jamais faire un discours ni présenter un projet, parce qu'il se sentira nul. Un enfant qui se sent nul, c'est un futur professionnel qui va plafonner, qui ne réussira jamais quelque chose qui correspond vraiment à sa vocation ou à son avis dans la vie. Alors que si elle se sent assurée, forte, malgré son imperfection, ses petites erreurs, etc., mais elle s'ouvrira beaucoup plus de portes. C'est ça qui est important, c'est que l'enfant intègre une certaine réussite. Et pour avoir une certaine réussite, il faut au moins que les bases soient bien posées, soient bien assujetties. C'est fondamental. C'est un arbre qui a des racines trop faibles, vous lui donnez un coup de hache sur les 2 racines essentielles ou un coup de charrue sur les 2 racines essentielles de l'arbre qui le supportent, il sera toujours mal. Mais jamais ça fera un grand arbre. Et donc c'est important chez l'enfant de rétablir des racines suffisamment fortes. Il est toujours temps de bien faire. Même si on le fait tard, 17 ans, 18 ans, c'est pas grave. Même à 25 ans, vous reprenez les choses avec lui, ou il le fait tout seul. On reprend les choses et on nettoie les imperfections. On se renforce. À ce moment-là, on peut avoir une belle carrière. Mais vous savez, c'est notre cas à tous. Moi, j'étais pas très très bon à l'école. J'ai vraiment commencé à bosser pour moi-même à partir de 18-19 ans. J'ai commencé à lire et à écrire. Et quand vous commencez à lire et à écrire, mais vous faites beaucoup mieux qu'à l'école. En 3-4 ans, j'avais un niveau bien meilleur que tout ce que je pouvais espérer à l'école. Parce qu'en 3-4 ans, j'ai acquis par l'écriture de livres et par la lecture un bon niveau. Je me suis entraîné, vraiment, efficacement. Alors que à l'école, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une douzaine de rédactions dans l'année. Comment voulez-vous être un bon écrivain avec 12 rédactions dans l'année ? C'est ridicule. Et aujourd'hui, il n'en faut même plus 12, ils ne font plus rien du tout. Pratiquement plus. Donc comment voulez-vous que ces enfants aient un bon niveau ? C'est évident. Aujourd'hui, les enfants me disent, 17 ans, je ne suis pas sûr de son niveau. Je dis, votre enfant, il est probablement au niveau du CE1 d'autrefois. Très probablement, mais c'est pas grave. Il est probablement... Si vous voulez qu'on dise les choses franchement, votre enfant est probablement d'un niveau extrêmement nul, c'est pas sa faute, c'est que l'école ne lui a pas donné. Mais c'est pas parce qu'il est nul maintenant qu'il sera nul toujours. Si on fait un bon boulot avec lui, dans 3 ou 4 mois, il peut très bien rattraper des années et des années de retard. C'est tout à fait possible. Si on fait un bon travail, il y arrivera.
Voilà Florence pour ces questions. Et ce sont des vastes sujets, vous voyez, on aborde des choses qui sont assez vastes. On parlera de tout ça et on va le faire pas à pas, progressivement. Mais surtout, ne soyez pas inquiètes parce que tout cela, ce sont des choses dont nous parlons depuis des années, que nous faisons depuis des années avec les parents. On adapte à l'enfant parce que c'est pas toujours possible de le faire comme on le souhaiterait, donc on adapte en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il fait, de son tempérament. Mais en tout cas, on obtient toujours de très bons résultats dès lors qu'on a envie d'améliorer les choses. Voilà, à très bientôt, au revoir. Et merci pour ce que vous faites pour Emma.